Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Bonne écoute à tous. J'ai trouvé la note dans la poche de sa veste, alors que je cherchais de la monnaie, pour donner un pourboire au livreur de pizza. L'écriture a stoppé mon cœur avant même que je lise les mots. Je connaissais ces boucles, cette inclinaison. Je les avais vues sur des cartes d'anniversaire toute ma vie. Le papier tremblait dans mes doigts pendant que la voix de Marc arrivait du salon, riant de quelque chose à la télévision, ignorant que je tenais la preuve que ma mère lui avait écrit une note d'amour. La pièce a basculé, mes genoux se sont bloqués. Je l'ai lu 3 fois avant que mon cerveau n'accepte ce que mes yeux voyaient. Hier était parfait, même heure, même endroit. C'est tout ce qu'elle disait. Mais c'était suffisant. L'intimité décontractée me tordait l'estomac. J'ai pensé au dîner de famille d'il y a 2 soirs, à la façon dont elle avait touché son épaule quand elle riait, à la façon dont il avait rempli son verre de vin avant le mien. Je m'étais sentie mal à l'aise alors, un étrange picotement à la base de mon crâne que j'avais refoulé, car qui soupçonne sa propre mère? Qui regarde les interactions de son mari avec sa belle-mère et pense autre chose qu'à une affection polie? J'avais été tellement idiote. Je m'appelle Claire et voici mon histoire de vengeance. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire avec la ville d'où vous regardez. Cela m'aide vraiment à vous apporter plus d'histoire. J'avais 25 ans, j'étais mariée depuis 8 mois et ma mère couchait avec mon mari. L'humiliation s'est abattue sur moi par vagues. Je me suis agrippée à l'évier de la salle de bain, fixant mon reflet, le visage qui ressemblait tant au sien. Les mêmes yeux verts, les mêmes pommettes hautes. Avait-il pensé à moi quand il la touchait? Ou avait-il cessé de me voir complètement? La note était toujours serrée dans mon poing, l'encre commençant à s'estomper à cause de ma sueur. Je voulais crier. Je voulais les confronter tous les deux. Au lieu de cela, j'ai soigneusement plié le papier et l'ai glissé dans l'étui de mon téléphone. Marc n'a jamais remarqué que sa veste avait été fouillée. Il m'a embrassé le front quand je lui ai donné l'argent de la pizza, m'a demandé si je voulais regarder un film. Sa normalité me semblait obscène. Je me suis assise à côté de lui sur le canapé, son bras autour de mes épaules, et je ne pouvais pas arrêter de penser où d'autre ce bras était passé. Chaque touche occasionnelle se sentait comme une violation. Quand mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère demandant un brunch ce week-end, j'ai dû m'excuser pour aller vomir. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à côté de lui, l'écoutant respirer. Nous avions été si heureux, du moins c'est ce que je pensais. Nous nous étions rencontrés lors d'un séminaire d'entreprise, mariés rapidement parce que ça nous semblait juste. Nous avions emménagé dans cette petite maison de location avec l'intention d'économiser pour quelque chose de plus grand. Il travaillait dans la vente. Je travaillais comme transcriptionniste médicale à domicile. Une vie simple, une belle vie. Ou du moins, elle l'avait été jusqu'à ce que ma mère décide qu'elle en voulait un morceau. J'ai repensé à chaque interaction au cours des derniers mois, la façon dont elle s'était portée volontaire pour nous aider à peindre la chambre. Comment elle était arrivée avec le dîner juste comme ça? Les soirs où Marc rentrait tard. Le parfum coûteux qu'elle lui avait offert pour son anniversaire. Quelque chose que je n'aurais jamais choisi. Elle l'avait encerclé comme un requin, et j'avais été trop naïve pour voir le sang dans l'eau. La rage qui m'a remplie était si pure qu'elle se sentait presque propre. Au matin, j'avais pris une décision. Je ne pleurerai pas, je ne supplierai pas. J'observerai et j'apprendrai et je rassemblerai chaque preuve jusqu'à ce que j'en ai assez pour les détruire tous les deux. Marc m'a embrassée pour me dire au revoir avant de partir travailler. Il m'a dit qu'il m'aimait. J'ai souri et j'ai répondu. Le mensonge avait le goût de cendre, mais ma voix n'a pas tremblé. J'ai appelé ma mère ce soir-là, gardant ma voix légère et désinvolte. Elle a répondu à la 3e sonnerie, un peu essoufflée, et je lui ai demandé si elle voulait prendre un café le lendemain. Il y a eu une pause, juste une fraction de seconde de trop, avant qu'elle ne dise qu'elle était occupée. En arrière-plan, je l'ai entendu. Un rire d'homme, le rire de Marc, le son auquel je m'étais réveillée pendant 8 mois. Le son qui me faisait autrefois me sentir en sécurité. Maintenant, il caillait dans mon oreille comme du lait tourné. « Il y a quelqu'un ?» ai-je demandé, gardant mon ton curieux, pas accusateur. Elle a bégayé une explication sur une émission de télévision, mais sa voix avait cette qualité tendue que les gens ont quand ils mentent. Je lui ai dit « Pas de problème. On se rattrapera une autre fois. »
et j'ai raccroché avant qu'elle n'entende que je commençais à trembler. Il était 19h30 un mercredi. Marc m'avait dit qu'il travaillait tard sur une proposition. Ma mère vivait à 20 minutes. Le calcul n'était pas difficile. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connectée à notre compte de téléphone portable partagé. Je ne l'avais jamais vérifié auparavant, je n'avais jamais eu de raison. Mais le mot de passe était enregistré dans mon navigateur. Ces journaux d'appel se sont chargés lentement. Chaque ligne de données, une autre petite coupure. Appel au numéro de ma mère. Des douzaines à des heures étranges. Des SMS que l'opérateur ne me laissait pas lire, mais les horodatage racontaient leur propre histoire. Tard le soir, tôt le matin, au milieu de ces prétendues journées de travail. Les preuves s'accumulaient, mais j'en avais besoin de plus. J'avais besoin de quelque chose d'irréfutable, quelque chose qu'il ne pourrait pas expliquer. Cette nuit-là, quand Marc était rentré, j'ai remarqué des choses que j'avais été entraînée à ne pas voir. Un suçon sur sa clavicule qu'il a imputé à une serviette rugueuse à la salle de sport. La façon dont il a pris une douche immédiatement, même s'il prétendait avoir été assis dans une salle de conférence toute la soirée. La distance dans ses yeux quand il me regardait, comme si j'étais déjà un fantôme. J'ai commencé à prêter attention à ses habitudes. Il avait une réunion le lundi soir qui se prolongeait chaque semaine. Il jouait au golf le samedi matin, ou disait le faire. Je n'avais jamais rien remis en question, car pourquoi l'aurais-je fait? Nous étions jeunes gens mariés, nous étions censés être dans la phase lune de miel, pas dans la phase se cacher avec sa belle-mère. La trahison avait des couches, chacune plus humiliante que la dernière. Vendredi soir, ma mère nous a invités tous les deux à dîner. Je les ai observés à travers la table chez elle, la maison où j'avais grandi, où elle m'avait appris à me tresser les cheveux et m'avait aidé à étudier pour les examens. Elle avait 52 ans, bien conservée, le genre de femme qui faisait du yoga et recevait des soins du visage réguliers, jolis, d'une manière acérée et entretenue. Elle portait un chemisier décolleté et riait trop fort aux blagues de Marc. Il était assis avec sa chaise inclinée vers elle, pas vers moi. Quand je suis allée aux toilettes, je les ai entendus dans la cuisine, juste des murmures. Rien de distinct, mais le ton était faux, trop intime, trop familier. Je suis revenue pour la trouver ajustant son col, ses doigts s'attardant sur son cou. Elle a reculé quand elle m'a vue, mais pas assez vite. Le sourire qu'elle m'a donné était du poison pur, déguisé en affection maternelle. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir de nouveau. Je me suis levée vers 2 heures du matin et j'ai fouillé méthodiquement la commode de Marc, silencieusement. Au fond de son tiroir à chaussettes, j'ai trouvé une carte clé d'hôtel. Le genre qui n'a pas le nom de l'hôtel dessus, juste un numéro de chambre écrit au stylo sur la pochette en papier, chambre 412, même écriture que la note. Ma mère avait été dans notre chambre, avait caché cela ici comme un trophée. L'audace m'a coupé le souffle. Ma mère est arrivée chez moi l'après-midi suivant portant un collier en or que j'ai immédiatement reconnu. Je l'avais acheté pour l'anniversaire de Marc, une médaille de Saint-Christophe, parce qu'il avait mentionné une fois que son grand-père en portait une. Cela m'avait coûté 2 semaines d'argent pour les courses. Elle le portait à l'extérieur de sa chemise, le pendentif reposant juste au-dessus de son décolleté, attrapant la lumière chaque fois qu'elle bougeait. Elle savait que je le verrais. Elle voulait que je le voie. « Café ?» ai-je demandé, ma voix stable même si ma main tremblait. Elle s'est installée sur mon canapé comme si elle en était propriétaire, croisant les jambes, admirant sa manucure. Elle a parlé de son club de lecture, du nouveau restaurant en ville, de tout sauf du collier qui brillait à sa gorge. Je lui ai versé du café et j'ai regardé ses lèvres toucher le bord de ma tasse. La tasse que je buvais tous les matins. La violation se sentait sans fin, invasive, comme s'ils avaient laissé leurs empreintes digitales sur chaque surface de ma vie. Quand elle est partie, j'ai verrouillé la porte derrière elle et je me suis glissée au sol. Les larmes sont venues alors, chaudes et amères, mais je ne les ai pas laissées durer longtemps. Pleurer n'allait pas arranger ça. Pleurer n'allait pas les faire payer. J'ai essuyé mon visage et je suis allée au placard de Marc, cherchant avec un but maintenant. Son portefeuille était dans son sac de sport. À l'intérieur, glissée derrière ses cartes de crédit, il y avait une autre carte clé d'hôtel. Numéro de chambre différent, date récente, estampillé sur la pochette. Le lendemain matin, je me suis rendue à l'hôtel. C'était un bel endroit, du genre avec une fontaine dans le hall et trop de miroirs.
La femme à la réception était jeune, ennuyée, faisant défiler son téléphone. Je lui ai dit que j'avais séjourné là récemment et que je pensais avoir laissé des boucles d'oreiller dans la chambre. Chambre 412. Pouvait-elle vérifier si quelque chose avait été remis? Elle a cliqué sur son ordinateur, regardant à peine. Cette chambre est une réservation régulière, a-t-elle dit. Réservée tous les lundis sous le nom de Daniel Rivière. Daniel Rivière, même pas créatif. J'ai demandé si elle se souvenait du client et elle a haussé les épaules. Mais un homme plus âgé qui polissait le sol du hall a jeté un coup d'œil. Le type avec la dame plus âgée, a-t-il proposé. Oui, ils sont là toutes les semaines. Elle donne des pourboires. Il a décrit ma mère parfaitement. La façon élégante dont elle marchait, son sac à main de créateur, la façon dont elle riait. Je les ai remerciés et je suis sortie sur des jambes qui me soutenaient à peine. Je suis restée assise dans ma voiture sur le parking pendant 20 minutes à regarder le vide. Ils avaient une routine, un emploi du temps. Ils avaient construit toute une vie séparée dans cet hôtel pendant que j'attendais à la maison comme une idiote, préparant le dîner et faisant la lessive et croyant à chaque mensonge. L'humiliation était un poids physique sur ma poitrine, écrasant l'air de mes poumons. Mais en dessous, quelque chose de plus dur se formait, quelque chose de froid et de tranchant. Quand j'ai finalement conduit à la maison, j'ai croisé la voiture de ma mère dans mon rétroviseur, se dirigeant dans la direction opposée, probablement vers l'hôtel, probablement vers mon mari. Je n'ai pas fait demi-tour. Je suis rentrée à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire une liste. Chaque preuve, chaque incohérence, chaque moment que j'avais ignoré parce que je leur faisais confiance. Cette nuit-là, Marc a demandé pourquoi j'étais si silencieuse. Je lui ai dit que j'avais mal à la tête. Il a offert de me masser les épaules, et je l'ai laissé faire, sentant ses mains sur ma peau et pensant où d'autres ses mains étaient passées. La rage mijotait maintenant à feu doux, contrôlée, utile. J'en aurais besoin. Je l'utiliserais. Mais d'abord, j'avais besoin de plus de preuves, de plus de munitions. Je devais m'assurer que lorsque j'appuierais finalement sur la gâchette, le tir serait fatal. Je suis retournée à l'hôtel le lundi suivant. J'ai dit à Marc que j'allais rendre visite à une amie. Je l'ai regardé essayer de cacher son soulagement d'avoir la soirée libre. J'ai garé ma voiture de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. À 18h15, la berline argentée de ma mère est entrée sur le parking. À 18h30, la camionnette de Marc a suivi. Ils ne sont pas arrivés ensemble, mais la coordination était évidente. J'ai eu la nausée en les regardant entrer par des entrées séparées, décontractées, habituelles. Ce n'était pas nouveau, c'était un système. J'ai attendu 15 minutes, puis je suis entrée. Un autre réceptionniste cette fois, un homme plus âgé avec des lunettes. J'ai joué le rôle de l'épouse confuse. J'ai dit « Mon mari a mentionné qu'il rencontrait un client ici et je devais déposer des documents qu'il avait oubliés. Pourrait-il me dire dans quelle chambre se trouvait Daniel Rivière ?» L'homme a hésité, m'a regardé avec ce qui aurait pu être de la pitié et a dit qu'il ne pouvait pas donner les numéros de chambre, mais ses yeux ont jeté un coup d'œil aux ascenseurs, et j'ai su qu'ils étaient là-haut. Je me suis assise au bar du hall, j'ai commandé un verre de vin que je n'ai pas bu, et j'ai attendu encore un peu. À 20h40, ils sont descendus ensemble. Le rouge à lèvres de ma mère était taché. La chemise de Marc était sortie du pantalon. Ils se sont tenus près de l'ascenseur, parlant à voix basse, puis elle l'a embrassé sur la joue et est sortie. Il a attendu 5 minutes, faisant défiler son téléphone, avant de suivre. La nature désinvolte de cela, la routine, rendait les choses bien pires que si ça avait été une aventure passionnée. C'était confortable, familier. Ils avaient fait cela tellement de fois qu'ils s'ennuyaient. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand le réceptionniste de tout à l'heure m'a rattrapé. Il m'a pressé un morceau de papier plié dans la main. « Du système de facturation », a-t-il dit doucement. « J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin. Je ne l'ai ouvert que lorsque j'étais à la maison. » Les mains tremblaient trop fort pour le déplier correctement. C'était une copie de la facture pour la chambre 412, facturée à une carte de crédit que je ne reconnaissais pas. 4 bouteilles de champagne, un bouquet de roses. La date a rendu ma vision floue. Mon anniversaire. Ils étaient là l'anno pour célébrer mon 25e anniversaire avec du champagne et des roses, pendant que j'attendais à la maison dans une nouvelle robe, pensant que Marc travaillait tard et que nous fêterions son retour.
Il était rentré à 23 heures avec un gâteau de supermarché et des excuses pour les bouchons. J'avais été si compréhensive, si adorable à ce sujet. J'avais coupé une part pour nous deux et lui avais dit que ce n'était pas grave. Nous avions toute notre vie pour célébrer. Le souvenir avait maintenant le goût de la bile. Je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai vomi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Puis je me suis lavé le visage, je me suis regardée dans le miroir et j'ai fait une promesse. Plus de pleurs, plus de rôle de victime. Je jouerai intelligemment, je serai patiente. Je les laisserai croire qu'ils s'en étaient tirés jusqu'au moment où je brûlerais tout leur monde. La tristesse se durcissait maintenant en quelque chose d'autre, quelque chose de cristallin et d'incassable. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Marc ne l'a même pas remarqué avant le matin, et quand il a demandé pourquoi, j'ai dit que je m'étais endormie en lisant. Il l'a accepté sans question, m'a embrassé le front et est parti travailler. La facilité de sa tromperie était presque impressionnante. J'ai passé la journée à organiser mes preuves, créant un dossier sur mon ordinateur portable avec des mots de passe qu'il ne devinerait jamais, des photos de la note, des captures d'écran des journaux d'appel, la facture de l'hôtel de mon anniversaire. Je construisais un dossier brique par brique. Le soir, un plan se formait. J'avais besoin qu'ils se révèlent, qu'ils avouent là où je pouvais l'enregistrer. J'avais besoin du genre de preuve qui ne pouvait être niée ou expliquée. Et je savais exactement comment l'obtenir. La plus grande faiblesse de ma mère avait toujours été son orgueil, son besoin de se sentir spéciale, choisie, supérieure. J'allais utiliser cela contre elle, et j'allais savourer chaque seconde. J'ai acheté un téléphone jetable dans un bureau de tabac et j'ai créé un compte de messagerie anonyme. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à ma mère depuis une fausse adresse. Simple, direct, je sais ce que vous faites avec Marc. D'autres le sauront aussi si vous ne faites pas attention. Je n'attendais pas de réponse, mais j'en ai reçu une dans l'heure. 2 mots. Qui est-ce? Sa panique était palpable, même à travers l'écran. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé transpirer. Je l'ai laissé se demander. Je savais qu'elle courait directement vers Marc, et j'étais prête. Le lendemain, je lui ai dit que j'allais rendre visite à ma colocataire d'université pour la nuit, un voyage que j'avais planifié depuis des semaines. Il a semblé presque joyeux de soulagement. J'ai fait un sac, l'ai embrassé pour lui dire au revoir, et j'ai conduit exactement 3 pâtés de maison avant de me garer et de revenir à pied. J'avais installé un enregistreur activé par la voix derrière la bibliothèque de notre salon 2 jours plus tôt, caché derrière une rangée de livres de cuisine que nous n'utilisions jamais. J'ai attendu dans un café, regardant le traceur que j'avais glissé dans le sac à main de ma mère lors de sa dernière visite. Elle est arrivée chez moi à 19 heures. Marc s'est rentré à 19h15. Je suis restée assise là, sirotant un café froid, les imaginant dans mon salon, assis sur mes meubles, buvant dans mes verres. Mon téléphone était connecté à l'enregistreur via une application. J'avais des écouteurs. J'étais prête. La qualité audio était meilleure que ce que j'avais espéré. La voix de ma mère est arrivée, nette et effrayée. « Quelqu'un est au courant de Marc. Quelqu'un m'a envoyé un email. Et si c'était un de tes collègues? Et si quelqu'un de l'hôtel nous avait reconnus? » La réponse de Marc était plus calme, rassurante. Il lui a dit que ce n'était probablement rien, probablement du spam, probablement juste une coïncidence. Mais elle a continué à pousser, paranoïaque maintenant, et il a commencé à se mettre sur la défensive. C'est là que tout a éclaté. Sa voix s'est élevée, disant qu'elle avait renoncé à sa dignité pour lui, qu'elle avait trahi sa propre fille. Il a répliqué que c'était son idée, qu'elle l'avait poursuivi au barbecue du 14 juillet, qu'il était saoul et stupide et que ça avait juste continué. Elle l'a traité de lâche. Il l'a traité de manipulatrice. Ils se sont chamaillés, les accusations volant, chacune plus accablante que la dernière. J'ai porté son collier juste devant son visage, a dit ma mère, et j'ai pu entendre la satisfaction cruelle dans sa voix. Elle n'a même pas réagi. Elle est tellement pathétiquement naïve. Marc a ri à cela, un son que je n'avais jamais entendu de lui auparavant. Méchant et tranchant. Elle est plutôt naïve, a-t-il reconnu. Ça rend les choses plus faciles, je suppose. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Mais j'ai continué à écouter. J'avais besoin de tout, de chaque horrible vérité. Ils se sont calmés finalement, se sont convaincus que l'email n'était rien. Ma mère a suggéré qu'ils se calment pendant quelques semaines,
Mais Marc a dit qu'il ne voulait pas. Il a dit qu'il manquerait leur lundi. Elle a ri, satisfaite, et j'ai entendu le bruit des baisers. J'ai arraché les écouteurs. J'avais ce dont j'avais besoin. Plus que ce dont j'avais besoin. Leur propre voix, leurs propres aveux, leur propre cruauté enregistrée en audio cristallin. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai réécouté l'intégralité, me forçant à entendre chaque mot. C'était du carburant. C'était de la munition. C'était la preuve qui les détruirait tous les deux. Et je n'allais pas la gaspiller en agissant trop tôt. J'ai conduit jusqu'à un hôtel de passage, j'ai enregistré et j'ai passé la nuit à planifier. Au matin, je savais exactement ce que j'allais faire. Ce serait public, ce serait dévastateur, et ce serait absolument parfait. Je suis rentrée à la maison le lendemain pour trouver des fleurs sur la table de la cuisine. Marc a dit que je lui avais manqué, qu'il voulait m'emmener dîner ce week-end. La performance était presque admirable. J'ai souri et je l'ai remercié. J'ai enfoui mon visage dans les roses pour qu'il ne voie pas mon expression. C'était le même type qu'il avait acheté pour ma mère à l'hôtel. Je me suis demandé s'il s'en rendait compte. Je me suis demandé s'il s'en souciait. Ma mère a appelé cet après-midi-là, suggérant un barbecue familial chez elle dimanche. « Juste nous », a-t-elle dit gentiment. « Toi, moi et Marc, comme avant. » L'audace m'a fait mal aux dents. J'ai immédiatement accepté. Je lui ai dit que j'apporterais de la salade de pommes de terre. Elle a semblé ravie, pensant probablement qu'elle avait surmonté l'alerte email anonyme, pensant probablement qu'elle avait gagné. Le dimanche est arrivé chaud et lumineux. J'ai fait la salade de pommes de terre, mis une robe d'été, joué le rôle de la belle-fille. Marc nous a conduits chez ma mère, sa main sur mon genou, fredonnant la radio. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai pensé à lui écraser les doigts dans la portière de la voiture. La fantaisie violente m'a surprise par sa clarté, mais je l'ai réprimée. Pas encore, bientôt, mais pas encore. Ma mère avait magnifiquement aménagé la terrasse. Guirlandes lumineuses, bougies à la citronnelle, une enceinte Bluetooth jouant du jazz doux. Elle portait un jean blanc et un chemisier en soie, ses cheveux parfaits, son maquillage impeccable. Elle m'a serré fort dans ses bras et je l'ai senti vérifier ma réaction, cherchant des fissures, des signes que je soupçonnais. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai complimenté sa tenue. Son soulagement était visible. L'après-midi s'est éternisé. Ils étaient prudents autour de moi, presque professionnels, mais j'ai attrapé les petites choses. La façon dont elle lui a tendu une bière et leurs doigts se sont effleurés. La façon dont il la regardait quand il pensait que je ne regardais pas. À un moment donné, elle s'est penchée pour attraper la pince de barbecue près de sa chaise et elle a embrassé sa joue, laissant une parfaite marque de rouge à lèvres roses. « Oups », a-t-elle dit, riant, s'étendant pour l'essuyer. « Laisse », ai-je dit, sortant mon téléphone. « Laisse-moi prendre une photo. Vous avez l'air si mignons ensemble. » Les mots sont sortis légers, plaisantants, mais je les ai vus se figer tous les deux pendant juste une seconde. Puis Marc a ri, a dit que j'étais bête, s'est essuyé la joue, mais j'avais déjà pris 3 photos. Le baiser, la marque de rouge à lèvres, le scintillement coupable dans leurs 2 yeux. J'en ai posté une sur ma story Instagram. Temps en famille avec mes personnes préférées. L'ironie prendrait bientôt tout son sens. Alors que le soleil se couchait, ma mère a sorti une bouteille de vin qu'elle disait avoir conservée. Elle a versé 3 verres et Marc a levé le sien pour trinquer à la famille. J'ai cliqué mon verre contre les leurs et je les ai regardés boire profondément, détendus maintenant, pensant qu'ils avaient réussi l'après-midi. J'ai à peine touché le mien. Je devais rester alerte. Je devais me souvenir de chaque détail de ce moment, leur dernier moment de paix. Quand il fut temps de partir, ma mère nous a accompagnés à la voiture. Elle a serré Marc un battement de trop, sa main glissant dans son dos. Je l'ai vu. Elle savait que je l'ai vu. Le défi dans ses yeux quand elle s'est retirée était indubitable. Elle devenait audacieuse, testant jusqu'où elle pouvait aller. Elle pensait qu'elle était intouchable. J'ai souri et je l'ai remerciée pour cette belle journée. Dans la voiture, j'ai ouvert le chat de groupe familial et j'ai tapé un message. Dîner de famille chez nous samedi prochain, 18 heures. Vous deux, c'est important. Ne soyez pas en retard. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir me rétracter. Le piège était tendu.
J'ai passé la semaine à me préparer. J'ai transféré le fichier audio sur mon ordinateur portable, fait 3 copies de sauvegarde sur différents disques. J'ai édité l'enregistrement pour ne garder que les parties les plus accablantes, les aveux les plus clairs, les commentaires les plus cruels. 4 minutes et 18 secondes de preuves pures et indéniables. J'ai pratiqué la lecture via le système de son de notre télévision, testé le volume, m'assurant que chaque mot serait audible. Marc a demandé de quoi parlait le dîner. Je lui ai dit que j'envisageais de retourner à l'université, que je voulais parler à ma mère de conseils de carrière. Il a semblé soulagé, pensant probablement que je serais distraite et plus facile à tromper. Ma mère a envoyé un SMS demandant si elle pouvait apporter quelque chose. Je lui ai dit juste elle-même. Elle a renvoyé un emoji de cœur. La désinvolture de cela, la pure normalité m'aurait détruite il y a 1 mois. Maintenant, cela ne faisait qu'aiguiser ma détermination. Le samedi est arrivé, chaud et lumineux. J'ai passé l'après-midi à cuisiner un repas complet, dressant la table avec notre vaisselle de mariage. Marc a proposé de l'aide, mais je l'ai repoussé. J'ai dit que je voulais que ce soit parfait. Il a pris une douche et s'est changé, a mis du parfum, et j'ai réalisé qu'il s'habillait pour elle, pas pour moi. La confirmation ne me faisait presque plus mal. J'étais engourdie maintenant, fonctionnant grâce à une fureur purement calculée. Ma mère est arrivée exactement à l'heure, portant une robe que je n'avais jamais vue, rouge, ajustée, chère. Elle m'a embrassé la joue et m'a tendu une bouteille de vin, et j'ai vu les yeux de Marc la suivre à travers la pièce. Il pensait qu'ils étaient subtils. Il pensait que j'étais aveugle. J'ai versé des boissons et servi des apéritifs, joué l'hôtesse gracieuse et j'ai attendu. Le dîner était agréable. Conversation superficielle, compliments sur la nourriture, discussion sur le temps. Ils étaient détendus, riaient, se lançaient de petits regards. Je les ai laissés en profiter. Je les ai laissés penser que ce n'était qu'un dîner de famille normal. Quand nous avons fini de manger, j'ai débarrassé les assiettes et j'ai suggéré que nous passions au salon pour le dessert. J'ai quelque chose que je veux vous montrer d'abord, ai-je dit. Une vidéo. J'ai ouvert le fichier sur mon ordinateur portable. Je l'ai connecté à la télévision. Marc semblait curieux, ma mère semblait vaguement intéressée. J'ai appuyé sur lecture et j'ai reculé. Pendant un moment, il n'y a eu que du bruit blanc, et puis la voix de ma mère a rempli la pièce. Quelqu'un est au courant, Marc. Quelqu'un m'a envoyé un email. J'ai regardé leur visage se vider de toute couleur, regardé les voir réaliser ce qu'ils entendaient. L'enregistrement a été joué intégralement, chaque mot, chaque aveu, chaque commentaire vicieux à mon sujet. Marc s'est levé, a essayé de dire quelque chose, mais j'ai levé la main. « Laisse ça finir », ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. Ma mère a pressé sa main contre sa bouche, les larmes ont commencé, mais je n'ai rien ressenti. L'audio s'est terminé par leur rire, par eux se moquant de ma naïveté, de la facilité avec laquelle j'étais bernée. Le silence qui a suivi était immense. Marc a commencé par des excuses, par des justifications, mais elles sonnaient creuses même pour lui. Ma mère a essayé une approche différente, se tendant vers moi, les larmes coulant maintenant, disant qu'elle était désolée, disant qu'elle ne savait pas ce qui lui était arrivé. Je me suis éloignée de son contact comme si elle était malade. « Assieds-toi », ai-je dit doucement. « Nous n'avons pas fini. Vous n'avez pas encore tout vu. » J'ai sorti le diaporama de photos que j'avais préparé, la note écrite par ma mère, des captures d'écran des journaux d'appel de Marc, des douzaines d'appels à son numéro, la facture de l'hôtel de mon anniversaire, la photo du barbecue de la semaine dernière, ses lèvres sur sa joue, la marque de rouge à lèvres visible. Chaque image affichée sur l'écran de 70 pouces, impossible à ignorer, impossible à expliquer. Le visage de ma mère s'est effondré. Marc avait l'air d'être sur le point de vomir. 4 mois, ai-je dit, ma voix stable malgré les larmes qui commençaient à brouiller ma vision. 4 mois que vous faites cela dans des hôtels, dans notre maison, le jour de mon anniversaire. J'ai regardé ma mère. Tu as porté le collier que je lui ai acheté. Tu l'as embrassé à ton propre barbecue juste devant moi. Tu pensais que j'étais trop stupide pour le remarquer, trop pathétique pour m'en soucier. Marc a essayé de se lever, d'approcher, mais j'ai brandi la télécommande comme une arme. Si tu t'approches de moi, j'enverrai cet audio à toutes les personnes que nous connaissons. Ton patron, tes parents, nos amis, tout le monde.
Il s'est figé. Ma mère sanglotait maintenant. Le mascara coulait sur son visage, disant que c'était une erreur, disant qu'elle m'aimait, disant qu'elle ne pensait pas ces choses sur l'enregistrement. « Tu m'as appelée pathétiquement naïve, lui ai-je dit. Tu as ri en portant mes bijoux. Tu as poursuivi mon mari lors d'un barbecue et tu as continué à venir chez moi, à manger ma nourriture, à me serrer dans tes bras, tout en couchant avec lui. » Ma voix s'est brisée sur le dernier mot, mais j'ai continué. « Tu n'es plus ma mère, tu n'es qu'une femme qui a détruit sa propre fille pour le plaisir. Je me suis tournée vers Marc. Et toi, tu m'as épousée il y a 8 mois, fait des vœux, promis de m'aimer. Ensuite, tu as laissé ma propre mère te séduire et tu n'as cessé d'y retourner. Tu lui as acheté du champagne et des roses le jour de mon anniversaire pendant que j'attendais à la maison comme une idiote. » Les larmes coulaient librement maintenant, mais je ne les ai pas essuyées. Qu'ils voient, qu'ils sachent les dégâts qu'ils avaient causés. « C'est ce que vous êtes, » ai-je poursuivi, pointant l'image figée à l'écran. Menteurs, tricheurs, des gens qui utilisent quand les autres et qui se moquent de qui ils blessent. Je vous ai fait confiance plus qu'à quiconque au monde, et vous avez transformé cette confiance en une arme. Ma mère a de nouveau tendu la main vers moi, et j'ai reculé si fort que j'ai trébuché. La répulsion sur mon visage devait être claire, car elle a tressailli, comme si je l'avais frappée. Marc a finalement retrouvé sa voix. « Claire, s'il te plaît, on peut arranger ça. Je ferai n'importe quoi. J'irai en thérapie. Je ne la reverrai plus jamais. Je vais... » Je l'ai coupé avec un rire qui sonnait brisé, même à mes propres oreilles. « Arranger ça? Il n'y a rien à arranger. Vous l'avez tué, tous les deux. Vous avez pris quelque chose de bien et l'avez détruit pour votre propre divertissement. » J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application de messagerie, je leur ai montré le brouillon de messages que j'avais préparé, leurs confessions audio jointes, les adresses e-mail de leurs amis, de leur famille et de leurs collègues, toutes alignées dans le champ destinataire. « Voici ce qui se passe maintenant, » ai-je dit. « Vous allez rester assis là et écouter le reste de ce que j'ai à dire. Et si l'un de vous deux m'interrompt, si l'un de vous deux essaye de partir, j'appuierai sur envoyer de cet email avant que vous n'atteigniez la porte. Est-ce clair? » Ils ont tous deux hoché la tête, terrifiés maintenant, et j'ai réalisé que je ne m'étais jamais sentie aussi puissante ou aussi brisée de toute ma vie. « Bien, » ai-je dit, « car vous n'avez toujours pas vu de quoi je suis vraiment capable. » J'ai posé mon téléphone sur la table basse, l'email toujours visible, toujours à un seul toucher d'être envoyé. « Il y a 3 mois, » ai-je commencé. « Marc, tu m'as demandé de m'occuper de quelques formalités administratives pour le refinancement de la voiture. Souviens-toi, tu étais trop occupé par le travail, alors tu as signé les documents que j'ai préparés et m'as dit de les déposer. » Son visage était devenu pâle. Il commençait à comprendre. « Et maman, tu m'as demandé de t'aider à transférer l'acte de propriété de ce petit appartement que tu louais, celui du centre-ville. Tu as dit que le locataire était difficile et que tu voulais le mettre dans une SARL à des fins de responsabilité. Tu as signé les papiers que j'ai rédigés parce que tu m'as fait confiance pour gérer les détails juridiques ennuyeux. » La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée silencieusement. Aucun d'eux ne pouvait voir où cela allait, mais ils savaient que ce n'était pas bon. « La voiture est à mon nom maintenant, » ai-je dit simplement, légalement transférée depuis 6 semaines. Et cet appartement du centre-ville, celui que vous utilisiez pour vos petites rencontres, l'acte est à moi aussi. Entièrement légal, notarié, déposé au cadastre. Vous avez tous les deux signé tout ce dont j'avais besoin. Vous ne l'avez même pas lu correctement parce que vous m'avez fait confiance. Les mots planaient dans l'air comme de la fumée. Marc s'est levé, la colère a finalement percé son choc. « Tu ne peux pas faire ça, c'est de la fraude. Je vais te poursuivre en justice. J'ai soulevé mon téléphone, le doigt planant au-dessus du bouton d'envoi. Il s'est rassis. « Ce n'est pas de la fraude lorsque quelqu'un signe volontairement des documents, » ai-je dit. « Vous avez autorisé le transfert. Vous l'avez fait tous les deux. J'ai vos signatures. J'ai des témoins. J'ai tout déposé correctement. Vas-y, prends un avocat. Ils te diront la même chose. » Ma mère secouait la tête. Les larmes coulaient toujours. « Cet appartement vaut 200 000 €. Tu ne peux pas juste le prendre. J'ai besoin de ce revenu locatif. J'ai besoin de... » Elle s'est arrêtée quand j'ai ri. « Tu en as besoin? Mon mari aussi, apparemment. On dirait que tu es très doué pour prendre des choses qui ne t'appartiennent pas. Considérez cela comme une leçon sur les conséquences. »
J'ai sorti un dossier que j'avais préparé, j'en ai remis des copies à chacun d'eux. Voici une ventilation détaillée de chaque actif qui était à votre nom et qui est maintenant au mien. La voiture, l'appartement et quelques autres choses que vous avez signées lorsque vous étiez trop distrait par votre aventure pour faire attention. La valeur totale est d'environ 275 000 €. Considérez cela comme le paiement pour 8 mois de ma vie que vous avez détruit. Les mains de Marc tremblaient alors qu'il regardait les papiers. C'est insensé. Tu as planifié cela pendant des semaines. Tu n'es pas une victime innocente. Tu es une manipulatrice. Je l'ai coupé. Je suis manipulatrice. C'est riche venant de toi. J'ai passé 1 mois à vous déjouer. Vous avez passé 4 mois à me trahir. Je pense avoir fait preuve d'une retenue remarquable. Ma mère a tenté une approche différente. Sa voix était faible. S'il te plaît, chérie, nous avons fait des erreurs. De terribles erreurs, mais tu ne peux pas détruire nos vies à cause de cela. Nous sommes une famille. Nous pouvons surmonter cela. Je l'ai regardée longuement, cette femme qui m'avait élevée, que j'avais aimée plus que quiconque. Nous avons cessé d'être une famille la première fois que tu as touché mon mari, ai-je dit. Tout ce qui a suivi n'était que toi qui prouvais à quel point je comptais peu pour toi. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la porte, je l'ai ouverte. Voici ce qui se passe maintenant. Marc, tu as 1 heure pour faire tes valises et partir. Prends tes vêtements, tes articles de toilette, tout ce qui rentre dans une valise. La voiture reste. La maison est une location à mon nom seulement, donc tu pars de toute façon. Maman, tu n'es plus la bienvenue chez moi, dans ma vie, ni nulle part près de moi. Si l'un de vous me contacte pour toute autre raison que d'organiser le divorce et les transferts de propriété, j'envoie le fichier audio à tous ceux que nous connaissons. Sommes-nous clairs? Ils ont tous deux commencé à parler en même temps, plaidant, menaçant, mais je suis restée là, tenant la porte ouverte. Finalement, Marc s'est levé, est passé devant moi sans me regarder et s'est dirigé vers la chambre. Je l'ai entendu ouvrir des tiroirs, jeter des choses. Ma mère s'est levée lentement, ses jambes tremblantes. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, » a-t-elle murmuré. « Je t'aimais. »« Passez, » ai-je dit. Comme c'est approprié. Elle a marché jusqu'à la porte, s'est arrêtée comme si elle allait dire autre chose, mais j'ai reculé. « Ne le fais pas, » ai-je dit. « Il n'y a plus rien à dire. » Vous êtes morts pour moi, tous les deux. Elle est pas partie, et j'ai fermé la porte derrière elle, je l'ai verrouillée, je me suis appuyée contre elle et je me suis finalement permis de m'effondrer. Marc a fini de faire ses valises en 40 minutes. Il a essayé 3 fois de plus de me parler, de négocier, de s'excuser. Je n'ai pas répondu. Je me suis assise sur le canapé, mon téléphone à la main, l'email toujours prêt à être envoyé, et je l'ai regardé porter sa valise jusqu'à la porte. « Ce n'est pas fini », a-t-il dit, essayant de paraître menaçant, mais ne faisant que paraître désespéré. « Je vais me battre pour la voiture. Je dirai aux gens ce que tu as fait. »« Vas-y, » ai-je dit avec lassitude. « Dis aux gens que tu as signé des documents légaux sans les lire parce que tu étais trop occupé à avoir une liaison avec la mère de ta femme. Je suis sûre que cela t'apportera beaucoup de sympathie. » Il a claqué la porte en sortant. J'ai écouté sa camionnette démarrer. Je l'ai écouté s'éloigner, puis je me suis assise dans le silence de ma maison vide. Les jours suivants ont été étranges. Ma mère a appelé 17 fois le premier jour. J'ai bloqué son numéro. Elle a essayé d'envoyer des emails. J'ai configuré un filtre pour envoyer ses messages directement à la corbeille. Elle s'est présentée chez moi 1 fois, frappant à la porte, pleurant sur ma terrasse, jusqu'à ce que les voisins sortent. J'ai appelé la police pour violation de domicile. Elle n'est plus revenue après cela. Les parents de Marc m'ont contacté. Confus et en colère. Je leur ai envoyé une copie du fichier audio sans explication. Ils ne m'ont plus contacté. La sœur de ma mère a appelé, essayant de faire la médiation. Je lui ai raconté exactement ce qui s'était passé, chaque détail, chaque trahison. Elle a cessé de défendre ma mère à mi-chemin de la conversation. Le lendemain, elle a rappelé pour dire qu'elle serait heureuse de témoigner dans la procédure de divorce, si j'en avais besoin. Le divorce a été finalisé en 6 mois. Marc a essayé de se battre pour la voiture, mais son avocat a examiné les documents signés et lui a dit qu'il n'avait aucune chance. Il a fini par se contenter d'un peu d'argent de notre compte d'épargne commun, ce qui me convenait. J'ai gardé la voiture. Il a pris la dette de ses cartes de crédit, un échange équitable en ce qui me concernait.
Ma mère est devenue persona non grata dans notre famille élargie. Le fichier audio a fui d'une manière ou d'une autre. Je ne confirme ni ne nie y avoir été pour quelque chose, et soudain, tout le monde savait ce qu'elle avait fait. Son club de lecture l'a larguée. Ses partenaires de tennis ont trouvé de nouveaux cours. Elle a dû déménager dans une autre ville pour échapper au chuchotement. J'ai entendu tout cela par des connaissances mutuelles, mais je n'ai rien ressenti. Elle avait fait ses choix. C'étaient les conséquences. J'ai vendu l'appartement qu'elle m'avait cédé et j'ai utilisé l'argent pour acheter ma propre petite maison. Rien de fantaisiste, juste un pavillon à 2 chambres, avec un jardin dans un quartier calme où personne ne connaissait mon histoire. J'ai peint les murs dans les couleurs que j'ai choisies, j'ai rempli les pièces de meubles sans souvenirs attachés, et j'ai lentement commencé à construire une vie qui était entièrement la mienne. La guérison n'a pas été linéaire. Certains jours, j'allais bien, forte, même fière de la façon dont j'avais géré les choses. D'autres jours, je me retrouvais à pleurer au supermarché parce que je voyais ses céréales préférées ou sa marque de vin préférée. La thérapie a aidé. Ma thérapeute a dit que je faisais le deuil de 2 relations simultanément et que la trahison d'un parent coupe plus profondément que presque tout autre traumatisme. Elle n'avait pas tort. J'ai perdu quelques amis par la suite. Des gens qui pensaient bien que j'avais été trop dure, trop calculatrice, trop vengeresse. Ils se sont trompés. Une ancienne amie a dit « Le pardon est important ». J'ai cessé de lui répondre. Les gens qui sont restés étaient ceux qui comprenaient que certaines trahisons sont impardonnables, que certaines blessures ne guérissent pas simplement parce que le temps passe. 6 mois après le départ de Marc, je l'ai croisé dans un café. Il avait l'air plus mince, fatigué, plus vieux d'une certaine manière. Il a essayé de m'approcher, mais je suis passée devant lui comme s'il était un étranger parce que c'était ce qu'il était maintenant. Un étranger qui connaissait par hasard des détails intimes sur une vie que je ne vivais plus. Il m'a appelé, a dit que nous devrions parler, mais j'ai continué à marcher. Il n'y avait plus rien à dire. Je n'ai plus jamais parlé à ma mère, ni quand elle a envoyé des lettres, ni quand elle s'est présentée au cabinet de mon thérapeute pour tenter de m'embusquer dans une conversation, ni quand elle a été hospitalisée pour une pneumonie et que sa sœur a appelé pour me dire que je devais lui rendre visite. J'avais tracé ma ligne dans le sable, et je le pensais. Elle m'a enseigné beaucoup de choses pendant mes 25 ans, mais la dernière leçon était la plus importante. Certaines personnes vous trahiront d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Et la seule façon de survivre est de les couper complètement. 1 an plus tard, j'étais assise dans mon jardin un dimanche matin, buvant du café et lisant un livre, quand j'ai réalisé que j'étais heureuse. Pas guérie, pas passée à autre chose, mais vraiment contente d'une manière que je n'avais pas été même avant la trahison. La vengeance avait été nécessaire, non pas pour eux, mais pour moi. Reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle. Refuser d'être la victime de leur histoire. C'est eux qui m'avaient permis d'avancer. Les gens me demandent parfois si je le regrette, si j'aurais aimé le gérer différemment, être plus indulgente, moins calculatrice. La réponse est non. Ils ont détruit ma confiance, ma famille, mon mariage. Ils l'ont fait sciemment, délibérément, cruellement. Ce que j'ai fait a été simplement de brandir un miroir et de les obliger à regarder qui ils étaient vraiment. S'ils ne pouvaient pas supporter leur propre reflet, ce n'était pas mon problème. Marc a finalement déménagé dans une autre région. J'ai entendu par des connaissances mutuelles qu'il s'était fiancé à quelqu'un de nouveau, qu'il disait aux gens que j'étais folle et vindicative. Peut-être que je l'étais. Peut-être faut-il être un peu fou pour survivre à ce genre de trahison avec sa santé mentale intacte. Mais je connaissais la vérité, tout comme tous ceux qui avaient entendu cet enregistrement audio. Sa réputation le suivrait pour toujours. Ma mère a tenté une dernière fois de se réconcilier environ 18 mois après que tout se soit effondré. Elle a envoyé une longue lettre, 10 pages d'explications et d'excuses et de justifications. Elle a blâmé la solitude, a blâmé son âge, a blâmé Marc pour l'avoir poursuivi. Elle a dit qu'elle était en thérapie, qu'elle comprenait ce qu'elle avait fait, qu'elle voulait une chance de faire amende honorable. Je l'ai lu 1 fois, puis je l'ai brûlé dans ma cheminée et j'ai regardé les pages se recroqueviller en cendres. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester brûlés. Certaines personnes prouvent par leurs actions qu'elles ne méritent pas une place dans votre vie, peu importe la quantité d'ADN que vous partagez.
Ma mère était une de ces personnes. Marc était un autre, et j'étais finalement, enfin, d'accord avec cela. J'ai 30 ans maintenant. 5 ans se sont écoulés depuis que j'ai trouvé cette note dans la poche de la veste de Marc. Je suis sortie un peu, rien de sérieux pour l'instant, et je suis d'accord avec ça aussi. Je suis concentrée sur ma carrière maintenant. Je suis retournée à l'université comme je l'avais dit à Marc, que je le prévoyais. J'ai obtenu mon diplôme en études juridiques. Il s'avère que je suis plutôt douée pour comprendre les contrats et le droit de la propriété. Je me demande d'où cela vient. Je ne raconte pas souvent mon histoire aux gens. Ce n'est pas exactement un sujet de conversation léger, mais quand je la partage, les réactions sont toujours intéressantes. Certaines personnes sont horrifiées par ce que ma mère et Marc ont fait. D'autres sont horrifiées par ce que j'ai fait en réponse. J'ai appris à accepter les deux réactions. Je ne l'ai pas fait pour obtenir l'approbation. Je l'ai fait pour la justice, pour la conclusion, pour moi-même. Les cicatrices sont toujours là. J'ai des problèmes de confiance, me dit ma thérapeute, ce qui semble être un euphémisme. Je guette constamment les signaux d'alarme, les voyant parfois là où ils n'existent pas. Je garde les gens à distance plus longtemps que je ne le devrais, mais j'y travaille. La guérison ne consiste pas à redevenir qui vous étiez auparavant. Il s'agit de construire quelqu'un de nouveau à partir des morceaux qui restent. Parfois, je passe devant cet hôtel, celui où ils se rencontraient tous les lundis. Il a été rénové, rebaptisé, transformé en quelque chose de différent. J'aime la métaphore. C'est que j'ai fait aussi. J'ai pris les morceaux brisés de mon ancienne vie et je les ai reconstruits en quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, quelque chose qui m'appartient entièrement. La sœur de ma mère appelle encore de temps en temps, me donnant des nouvelles de la famille que je n'ai jamais demandées. Ma mère a déménagé à nouveau, apparemment a perdu du poids, a eu des cheveux gris, a trouvé la foi. J'écoute poliment et je ne ressens rien. Elle n'est qu'un personnage dans une histoire qui est arrivée à quelqu'un que j'étais autrefois. La femme que je suis maintenant n'a aucun lien avec elle. Les gens me disent maintenant que je devrais écrire un livre sur ce qui s'est passé. Peut-être que je le ferai un jour. Pour l'instant, je suis satisfaite de ma petite maison, de mon jardin, de ma vie tranquille. J'ai appris que la vengeance ne consiste pas à faire souffrir les gens. Bien que je ne ferais pas semblant que ce n'était pas satisfaisant. La vraie vengeance est de construire une vie si belle que les gens qui vous ont trahi deviennent insignifiants. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je pense parfois à cette fille de 25 ans, celle qui a trouvé la note et a senti son monde s'effondrer. Je veux retourner en arrière et lui dire que tout ira bien, qu'elle est plus forte qu'elle ne le sait, qu'elle survivra à cela et en sortira plus dure, plus intelligente, plus résiliente. Mais elle aura dû traverser le feu elle-même pour devenir qui je suis maintenant. Il n'y avait pas de raccourci à travers cette douleur. Le referai-je de la même manière? Absolument. Ils ont volé des mois de ma vie avec leurs mensonges. J'ai repris mon pouvoir avec la vérité. Ils ont essayé de faire de moi la folle de leur histoire. J'ai réécrit la fin et j'ai fait de moi la survivante. Ce n'est pas vindicatif, ce n'est pas cruel, c'est simplement refuser de laisser les gens vous détruire et s'en tirer. Alors, à tous ceux qui lisent ceci, qui ont été trahis, qui ont été humiliés, à qui on a fait se sentir petit et stupide et naïf, vous ne l'êtes pas. Vous êtes humain. Vous avez fait confiance à des gens qui ne le méritaient pas. Mais c'est leur échec, pas le vôtre. Et quand vous êtes prêt, quand vous avez pleuré toutes les larmes et crié tous les cris, vous pouvez choisir de reprendre votre pouvoir, quelle que soit la forme que cela prend pour vous. Pour moi, cela ressemblait à des preuves et des enregistrements et des documents juridiques. Pour vous, cela pourrait être différent. Mais la vérité fondamentale demeure. Il n'est pas nécessaire de s'immoler pour garder les gens au chaud, surtout les gens qui sont déjà occupés à vous brûler sur le bûcher. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de refuser de mourir de leur poison. Je suis claire. J'ai 30 ans, j'ai découvert que mon mari avait une liaison avec ma mère et j'ai eu ma vengeance. Mais plus important encore, j'ai récupéré ma vie. Et 5 ans plus tard, je peux honnêtement dire que je suis reconnaissante pour cette note dans la poche de sa veste, car sans elle, j'aurais pu gaspiller des décennies avec des gens qui ne méritaient pas des minutes. Maintenant, je veux vous entendre. Qu'auriez-vous fait à sa place? Ai-je été trop dure ou la justice a-t-elle été rendue? Laissez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette histoire convaincante, veuillez aimer et vous abonner. C'est une façon gratuite de soutenir mon travail. Si vous voulez entendre une autre histoire de trahison et de retour en force, cliquez sur la vidéo à gauche. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que la meilleure vengeance est une vie bien vécue.